الرابطة الأولى موبيليس الراعي والشريك الحصري للرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Week-end Sport, comme tous les jeudis soirs, à partir de 21h, où nous faisons le tour, bien sûr, de l'agenda du week-end, tous les sports, bien évidemment, tous les programmes, toutes compétitions confondues que vous pourrez suivre, soit sur le petit écran, sur la télévision algérienne, ou bien sûr en vous déplaçant dans les différentes enceintes sportives ou les salles de sport quand il pleut pas et quand il n'y a pas d'inondation, comme on l'a vu dans le reportage de mardi dernier dans 52 minutes chrono. En tout cas, vous saurez tout. Et l'événement marquant de la semaine prochaine, c'est évidemment la petite reine avec le TAC ou le Tour d'Algérie cycliste. Il y a eu des tours où on allait à l'ouest et on revenait vers l'est. Ça, c'était le grand Tour d'Algérie. Il y a eu le Tour d'Algérie la saison dernière où c'était plutôt l'ouest du pays qui a été visité. Cette fois-ci, les rouleurs, et il y en aura beaucoup, on va en parler tout au long de cette émission, vont bien sûr se disputer le maillot jaune, entre autres du vainqueur du Tour dans les différentes villes-étapes de l'Est du pays. On parlera de volleyball avec le programme, du handball, la Ligue 1 avec des matchs de mise à jour et bien sûr toutes les informations que vous voulez savoir pour suivre toutes les activités sportives de ce week-end. Je vous l'ai dit donc place à la petite reine cette semaine, et c'est pour ça que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le chargé de communication de la Fédération algérienne de cyclisme, mais surtout mon aîné avec qui j'ai longtemps travaillé. Ça va vous rajeunir, je sais pas, ou un peu moins moi. Mohamed Zemour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez ce soir nous parler de ce qui nous passionne depuis longtemps, le cyclisme. On en a fait beaucoup des tours, et celui-ci en particulier, celui de 2023. Bonsoir Riyad, bonsoir à tous les spectateurs. Donc c'est un plaisir de se retrouver sur le plateau de Canal Algérie une autre fois avec vos invités. Donc on aura, comme vous dites, le plaisir de parler du Tour d'Algérie, du cyclisme en général et de la virée vers le centre-est du pays. Alors, en face de vous, c'est quelqu'un que vous connaissez bien. Il a été président de la Fédération d'athlé. Cyclisme et athlé, il y a pas beaucoup de différence, sauf que pour le cyclisme, on a une machine pour faire des efforts, alors que Bedro, on peut faire du sport sans vélo et son ballon en athlétisme. C'est ça. On peut courir sans vélo et son ballon. Effectivement. Bonsoir Riyad, bonsoir chers amis. Je suis très ravi d'être parmi vous, et puis j'espère qu'ensemble on va éclairer davantage nos téléspectateurs. Alors, comme on dit, on va sucer la roue. Moi, je vais essayer de sucer la roue. Je vais essayer de vous suivre. C'est une expression du jargon du cyclisme. Et puis j'ai le plaisir de trouver notre nouveau consultant. On a Ahmed Lalibi, mais on a dorénavant Djilali Touzi, notre spécialiste foot consultant, qui est avec nous ce soir. Djilali, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir Riyad, bonsoir à tous vos invités, bonsoir à nous, chers téléspectateurs. Détendez-vous, vous allez voir, l'arbitre va siffler les premières secondes du match, après ça va aller tout seul. En face de vous, c'est Docteur Fatah Abada, je l'ai dit et je le dis encore, certains avaient Socrates, nous on a Fatah. Fatah, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Riyad, toujours content d'être parmi vous dans l'émission Week-end Sport, et puis content de retrouver mes amis et retrouver un revenant, Djilali, avec qui j'ai déjà travaillé. Alors, généralement, souvent je parle beaucoup et vous vous ramez, aujourd'hui on va pédaler. Alors, on va parler, je l'ai dit, de ce Tour d'Algérie. Mohamed, il y a eu une conférence de presse hier animée, on va voir quelques images, animées par le patron du cyclisme algérien, Monsieur Barbali. C'était à la salle de conférence du 5 juillet du complexe Mohamed Noudev, où il est revenu un peu sur les différentes étapes du Tour. Il n'est pas longuement en détail sur le Tour d'Algérie. Donc il a expliqué, entre autres, le tracé, la préparation qui se fait depuis bien longtemps, depuis juillet dernier. Donc on est à cheval sur les préparatifs du Tour d'Algérie. Il est revenu sur les participants, les conditions et les résultats, un petit peu les résultats à côté de nos cyclistes. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est honoré cette année d'avoir un grand champion qui se qualifie, le premier athlète algérien à se qualifier aux Jeux Olympiques. On en parle en fait même pour Hamza Yassine, qui a arraché une qualification brillante après sa deuxième place au championnat d'Afrique, qui s'est déroulé à Accra.
au Ghana. Donc c'est une place arrachée honorablement. Il sera le premier athlète à se qualifier. En attendant d'autres, éventuellement, on est à la recherche des points. C'est une qualification. Si on espère se qualifier parmi les 20 premiers pour essayer mondial, mondiaux, donc pour avoir une deuxième place. Sinon déjà, Hamza, c'est un grand exploit que d'être déjà aux Jeux Olympiques de Paris. Alors, ce que je vous propose, messieurs, on va regarder cette présentation de ce Tour d'Algérie 2023 que va nous faire Sami Achichou. On regarde donc les grands acteurs de ce Tour et le parcours, et on revient pour en parler avec vous, Mohamed Zemmour. 17 équipes représentant 13 pays dans l'Algérie prendront part à la 23e édition du Tour d'Algérie, un événement sportif d'envergure internationale. La 23e édition comprend 10 étapes qui se dérouleront dans les wilayas de Borj Barerej, Msila, Boussaada, Biskra, Batna, Sétif, Constantine, Skikda, Djidjel, Béjaïa et Tizi Ouzou. Le départ est prévu le 7 mars prochain de la ville de Borj Barerej, alors que l'arrivée est programmée à Tizi Ouzou le 16 mars. Il y aura aussi le Grand Prix d'Alger le 17 mars. Ce Tour d'Algérie est inscrit au calendrier de l'Union cycliste internationale et il est qualificatif pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Les pays qui prendront part à ce rendez-vous de la Petite Reine sont l'Allemagne, l'Italie, la Turquie, les Pays-Bas, Belgique, la Roumanie, l'Érythrée, la France, l'Irak, la Tunisie, la Malaisie, le Sultanat d'Oman et l'Algérie pays hôte. Celle-ci sera représentée par la sélection nationale ainsi que 4 équipes, Team Madar, Majd El Gharara, NRD Del Ibrahim et Amal El Mellah. Des athlètes de plusieurs pays européens, asiatiques et africains prendront part à cette 23e édition. Cela dénote de l'importance de cet événement et lui donne ce cachet international. Ça permettra aussi à nos cyclistes de se confronter aux meilleurs. Le Tour d'Algérie offre ainsi une très bonne occasion pour découvrir les différentes régions de l'Algérie, notamment ses paysages naturels, son patrimoine culturel et ses traditions culinaires. Le Tour aura également des portées économiques et touristiques, car à travers lui, nous espérons faire connaître davantage notre pays et encourager les étrangers à venir le visiter. Le choix des villes par lesquelles passera ce Tour a été établi en ce sens. Voilà, qu'on ne se lasse pas, parce que le cyclisme, c'est d'abord la beauté de la souffrance physique, du surpassement, du dépassement, je pèse mes mots, le surpassement de soi pour aller chercher la gagne et aller chercher cette ligne d'arrivée, mais c'est aussi la beauté des paysages de l'Algérie et du pays. Et est-ce que Sami a un peu décrit, mais bien sûr vous allez rentrer dans les détails de ce parcours et de ce choix des villes-étapes cette saison. Je reviens pour dire que l'année dernière, effectivement, on a eu une verrie vers l'ouest du pays, parce que les Jeux méditerranéens obligeaient pour qu'on puisse faire 2 courses de test events qui devaient avoir lieu lors des Jeux méditerranéens. Et réussi, les test events réussis. Oui, très très bien réussi. Simplement, au niveau des résultats, ça a été ce ça a été. Et cette année, on va faire une virée vers le centre-est du pays. On va partir à partir de Borj Barerej. Borj Barerej, on va faire le 7 au matin, donc une course prologue au niveau de la ville de Borj Barerej, pour qu'on puisse dégager symboliquement celui Expliquez un peu aux profanes, c'est quoi le prologue? C'est faire un filtrage, le début du classement, c'est ça? C'est absolument, c'est pour dégager celui qui va porter, ou ceux qui vont porter les premiers maillots pour la première étape, le maillot jaune, le maillot jaune, celui qui est premier dans la course. Au classement, puis le maillot vert, sprinter, le maillot à poids, c'est le meilleur jeune, le grimpeur, et le maillot blanc, c'est le meilleur jeune. Le meilleur jeune, donc le U23, c'est ça. Donc à partir du 8, la première étape, on commence la course sur Borj Barerej Msila.
Là, c'est une étape un petit peu dure, j'allais dire. C'est une étape de rouleur. Hein. De rouleur. Après, on va directement, c'est Boussaada pour être hébergé à Boussaada. Et la deuxième étape, c'est Boussaada-Biskra. Une étape très très longue et très difficile. Je me rappelle une fois que les cyclistes sont complètement arrêtés pendant quelques minutes pour reprendre. Et ça fait une anecdote. Ils ont fait une halte, c'était dur. Oui, c'était dur et c'était... Bon, des fois, les cyclistes te sortent des trucs un peu fous. 190 km, c'est ça? Oui, c'est... Bon, il avait à peu près. À peu près. Donc, c'est une étape assez dure. Après, on aura un autre paysage. C'est la porte du Sahara. Ensuite c'est la porte du Sahara, Boussaada, Biskra. Après, on remonte sur Batna. Avec, ah oui, c'est pas mal. Hein. Je me souviens du Grand Tour d'Algérie 2000 où on avait fait l'ouest. Ensuite, on a fait un transbordement, Msila, et puis on est remonté comme ça, Biskra, Batna, etc. C'est magnifique. Puis, donc, on revient sur le plateau avec Batna. Batna, Sétif, Constantine, et on va déboucher sur la mer, une autre fois la côte, Skikda, Gigel. Gigel Bijaya, et on remonte les montagnes de Kabylie pour descendre à Tizi, l'arrivée magnifique, parce que ça, je rappelle que la ville Tizi a été désignée en 2018 comme étant la meilleure ville étape qu'on avait dégagée. Nous, même les journalistes à l'époque avaient élu comme la meilleure ville d'étape. Froid, intempéries, neige, ils sont préparés? Qu'il neige. Le peloton roulera. Le peloton roulera. Messieurs, si vous avez des questions, allez-y. Hein. Espérons que le temps sera clément, parce que c'est difficile déjà pour être sur une machine pendant 140, 160, 170 km, c'est très dur. Parfois en danseuse, ça fatigue. Hein. Absolument. Donc espérons que le temps sera clément et que nos cyclistes puissent rivaliser avec une grande concurrence cette année. On aura pas moins de 102 coureurs sur l'asphalte. Donc, avec des cyclistes qui viendront un peu de partout, c'est des cyclistes professionnels, des clubs professionnels continentaux, européens, donc connus, avec notamment au niveau africain la fameuse équipe de l'Érythrée qui sera présente, c'est l'une des meilleures au niveau africain. Il faut un petit peu ce qu'on fait l'athlétisme en Afrique, c'est placer des athlètes au niveau des grands clubs américains, allemands, français. C'est quoi leurs caractéristiques? C'est parce qu'ils sont très hauts, donc ils ont beaucoup de souffle. C'est la même chose que les Éthiopiens au niveau de l'athlétisme? Pas tout à fait, mais simplement ils ont cette capacité de s'adapter. Ils sont envoyés, ils travaillent beaucoup, ils sont dans des clubs professionnels, ils ne rechignent pas assez l'effort. C'est pour ça que ce qui fait d'eux de bons cyclistes. Et beaucoup de pays du Golfe ont naturalisé beaucoup d'Érythréens pour représenter leurs couleurs. Oui, je parle de l'Arabie Saoudite, des Émirats. Actuellement, les pays du Golfe ont repris cette tradition d'organiser des grandes compétitions internationales. Et ils naturalisent les Érythréens. Et notamment en cyclisme, il y a eu un grand tour en Arabie Saoudite qui a abrité ces derniers temps qui se déroulait avec notamment un autre Algérien, Youssef El Guigui, qui est sociétaire de Telangano Polygone, un club de la Malaisie. Fadlo, vous avez une question? Oui, j'avais une question, mais j'aimerais bien sortir du volet technique, du volet gestion des athlètes. Concernant cette grande manifestation, moi je pense que c'est très lourd. Pour organiser une compétition de telle envergure, c'est lourd sur le plan logistique, mais c'est lourd aussi sur le plan financier. Donc j'aurais aimé que notre ami Zmour nous donne un peu quel est le montant réservé à cette compétition et d'où elle parvient. Est-ce que c'est le budget de la fédération ou bien c'est une enveloppe spéciale émanant du ministère? Je dirais simplement qu'effectivement c'est une enveloppe assez lourde et on remercie la fédération, on remercie les pouvoirs publics, les services de sécurité pour déjà assurer la tenue dans les bonnes conditions de cette compétition. Je vous donne un chiffre approximatif, je n'ai pas les détails du chiffre, ça varie pour un tour pareil, ça coûte 7 milliards de centimes, entre 7 milliards et 8 milliards de centimes. Donc c'est très très lourd, mais simplement il y a beaucoup de soutien de la part des autorités locales, des Wali, à travers les wilayas aident beaucoup aussi. Il y a la sécurité, il y a le travail de la gendarmerie aussi, c'est important. L'hébergement, la restauration. On arrive à tenir un standing de la compétition, notamment. Je vous rappelle qu'on était à cette étape. Cette étape, c'est la Fédération internationale qui décide, celui-ci qui décide combien d'étapes vous organisez. Et le bon déroulement de l'année dernière du Tour d'Algérie, donc qui revenait des échos que l'Union cycliste internationale a eu, plus notre correspondance au niveau demandant des étapes a été acceptée.
et on passe de 7 à 10 étapes, et c'est très, très important. Ça nous donne une autre grandeur pour le Tour, et on va attirer plus de cyclistes qui vont gagner dans cette compétition des points qualificatifs pour les Jeux Olympiques. Certes, c'est important. Parce que les 45 premiers du classement mondial du cyclisme des nations auront droit à au moins un cycliste. Puis, donc, du 1er au 5, on a 4, du 5 au 15, on a 3, et les 20 premiers, du 15 au 20, on a 2 cyclistes. Nous, on est déjà plus les champions, le premier et le deuxième des champions continentaux, africains, asiatiques, européens et américains. Donc, c'est une paire de coureurs qui vont participer et ça va donner une certaine grandeur compétitive pour le Tour. Effectivement, donc je reviens pour votre question de finance simplement, mais il faut regarder le volet, Riyad voulait en parler, le volet touristique, le volet beauté du pays et le tracé de cette année nous place un petit peu dans les hauts plateaux, le Sahara, la côte et la montagne. C'est ça un petit peu le paysage algérien. Mais les partenaires touristiques doivent aussi jouer le jeu. Il y a aussi des images de l'Algérie qui, grâce au cyclisme, vont être regardées à la télévision et partout dans le monde. L'Algérie doit se vendre mieux, touristiquement parlant, je veux dire. L'une de notre devise, c'est de faire du sportif d'aujourd'hui, le sportif d'aujourd'hui et le tour de demain. C'est un petit peu notre ambition et l'ambition de tous les sportifs algériens, de toutes les fédérations sportives nationales. Et on essaie de, pourquoi pas, un cycliste qui vient aujourd'hui, un footballeur, un karatéka ou n'importe quelle discipline aujourd'hui, qu'il découvre l'Algérie à travers une compétition, qu'il revient demain en touriste. Mais vous avez raison, on a vu beaucoup de footballeurs africains du Chan qui sont venus et qui ont dit « il me reste encore quelques semaines ou des mois de visa ». Je veux revenir revoir l'Algérie. On a vu des athlètes des Jeux méditerranéens dire la même chose aussi. Je pense, de toute façon, je ne parle pas du Tour d'Algérie spécialement, mais des tours d'une manière générale qu'on a l'habitude de voir, c'est le sport qui fait l'unanimité. Il est regardé par le rugbyman, le volleyeur, le coureur, le footballeur. La ménagère de moins de 50 ans aussi. La ménagère de moins de 50 ans et tout. Moi, j'ai grandi... En plus aussi, pourquoi pas. On n'exclut personne. Si vous permettez. Moi, j'ai grandi avec ça. Toute ma famille a grandi avec ça. Moi, je me rappelle du Tour d'Algérie que je voyais chaque année. Mon père, Allah yarhamou, c'était pas quelqu'un de très sportif, mais c'était quelqu'un qui adorait le Tour d'Algérie. Et pour l'anecdote, alors ils nous sortaient tous en famille, moi et mes sœurs, on se mettait sur le trottoir, on était obligés d'applaudir, et pour plus de discipline, on n'avait pas le droit de mettre le pied sur la route parce qu'il nous disait, il nous racontait un truc qui n'avait aucune raison d'être. Il ne faut pas descendre parce que le dernier, il est obligé de marcher sur la lisse. Donc il risque de vous écraser. Et on a gardé ça. On applaudissait du premier au dernier. D'ailleurs, je voulais dire, lors de la dernière fois à Riyad, on a parlé de Hamza Yassine, qui de la dynastie Hamza, je suppose. Oui. C'est le fils de Bilo. Voilà. Alors, nous, on a appris une chose. Il y avait Ahmed Zaaf et Hamza Majid. Je ne peux pas rater ça. Et j'ai eu l'occasion de faire un hommage à mon père, Allah yarhamou, et ma mère aussi, Rabbi Tawal Famaha, voilà, qui nous préparait pour sortir le jour de l'arrivée du Tour d'Algérie à Gigel. Alors, vous me tendez la perche pour dire que la première médaille de l'Algérie indépendante a été remportée par un cycliste. Je citerai Ahmed Jalil, qui a gagné la médaille d'or de l'Algérie indépendante en 1935. Et Sami Achichou, qui a fait le sujet, avait fait un très beau portrait de Ahmed que je salue, que j'avais connu commissaire pendant certains tours, il y a quelques années. Là, il est un peu souffrant, et celui qui a... Donc, c'était à Brazzaville, lors des Jeux africains de Brazzaville, il a remporté la première d'or de l'Algérie indépendante. C'est un honneur pour le cyclisme que d'être représenté par cet athlète de grande... Il a fait le tour de la paix, il a fait beaucoup de compétitions, et comme lui, comme tous les autres, notamment les premiers. Alors, regardez, vous avez eu la passion de Fateh, et vous aussi, vous êtes passionné, n'hésitez pas, il est pire que moi. Venez prendre ma place, il n'y a aucun problème. Et je vous posais une question, Djilali, sur Exi, parce que je voulais connaître votre rapport, vous, avec la petite reine, mais avant ça, on va continuer à parler de vélo, messieurs, parce que dans le milieu, on dit le vélo, c'est comme ça qu'on dit, dans le milieu du cyclisme ici en Algérie. Il ne dit pas cyclisme, il dit le vélo. Alors,
on va regarder ce petit sujet, puisque Sid Ahmed Bouraïb a suivi l'équipe nationale pendant son entraînement, puisqu'elle s'entraîne ces derniers jours pour entamer le tour. On va regarder quelques images. Là, je vois Mourtari, l'entraîneur national. Je l'ai connu entraîneur du Mouloudia à une certaine époque. Voilà, il a récolté quelques réactions juste après cet entraînement. On les écoute. Non, la préparation, on a fait la préparation pour le Tour d'Algérie à partir du mois de septembre. On a perdu beaucoup de coureurs qui étaient préparés pour ça, pour le Tour d'Algérie. On a changé la politique pour une sélection espoir. La plupart, c'est des jeunes. Et on va essayer de gagner des étapes. Et aider le maximum le plus en forme les comptes le tour le classement général. Le parcours est très sélectif. La première étape, le Borj Msila, un peu difficile, mais les plus difficiles c'est Boussaad Bskra, Skik Dajijel et la dernière étape. La dernière étape, Bjaya Tizi Ouzou, par l'école de Yakour Nadekar. On prépare le tour depuis déjà un bon moment. On espère être à la hauteur et représenter dignement les couleurs nationales. L'objectif تاعي في هذا الطواف انه نسيي الماكس باش ليكيب تاعي كان عندنا. Nous allons faire un travail d'équipe. On choisira un leader et nous l'aiderons afin de gagner. Moi personnellement, j'aimerais bien gagner une étape. في كامل اللي ياخذوا الهدف تاعنا هو تاع. En plus de gagner le tour, notre objectif est d'engranger le maximum de points UCI, notamment en perspective de la qualification aux Jeux Olympiques. نزيدوا maximum de points UCI. Alors voilà, on discute nous aussi, mesdames, messieurs, c'est ça le direct, avec Mohamed Zemoul, parce que pendant qu'on regarde, on lui pose aussi des questions, et on va lui poser des questions pour vous. Alors, il y a beaucoup de participants, beaucoup de nationalités, beaucoup de clubs et beaucoup de sélections. Absolument. Donc on aura une 17 formations qui seront sur la ligne de départ, notamment avec l'Érythrée, comme je disais, la sélection de Oman, la sélection de l'Irak, la Tunisie, les Émirats Arabes Unis et notre équipe nationale. Donc, des équipes européennes ou des clubs européens? Oui, bien sûr. On aura un club italien, le Q36.5, qui englobe en son sein notre champion Hamza Ammari. On aura Terengano Polygone de la Malaisie avec Youssef Guigui, qui est l'enfant, le fils de Abdelkader Guigui, celui qui avait gagné le Tour d'Algérie en 88. Alors il y aura un club de la Hollande. Qui est ensuite devenu entraîneur au Mouloudia d'Alger. Non, il est devenu master. Il est un kiné au niveau du Mouloudia d'Alger. Et il fait aussi kiné au niveau de l'athlétisme aussi. On aura un club allemand, Embrace the World, et un club de Turquie. Donc on aura 17 formations pour la compétition, 102 coureurs, pour qu'on puisse avoir déjà un bon peloton, un peloton assez consistant et une concurrence assez rude sur un parcours très très sélectif, comme l'a souligné. Alors on va terminer parce que là c'est les clubs, les participants, les nationalités. Parlez-nous pour finir de ce parcours, le parcours de ce Tour d'Algérie, parce qu'il y a des étapes plates, il y a des étapes aussi de première, deuxième et troisième catégorie aussi. Il n'y a pas d'étape plate, pas du tout, parce que il y a moi j'ai vu dans les détails le profil des étapes, c'est vallonné. Même le prologue qui est censé être dans plein vide, il est un petit peu vallonné, il n'est pas du tout plat, avec les étapes de Adkar, la première étape vers Msila, Biskra. L'étape la plus dure du Tour, c'est laquelle? Je pense Béjaïa Tizi, avec un grand col. Adkar, tu montes, tu ne fais que monter. Monter après tant d'efforts. C'est l'étape des costauds. Après l'étape. Al-Baqa ou Al-Aqwa. Al-Baqa ou Al-Aqwa. Alors, pour terminer, je vous ai promis de vous poser la question. Vous êtes footballeur. Djilali, quel regard vous avez sur le cyclisme? Souvent, on entend des athlètes d'athlétisme ou de cyclisme notamment dire « Oh, le football, c'est finger in the nose, c'est le doigt dans le nez. Les vrais sports durs d'hommes, c'est le cyclisme. » Quel regard vous avez sur ce sport?
Oui, par rapport au football, pratiquement il y a une similitude entre le football et le cyclisme. Bon, sur le plan physique, peut-être il y a beaucoup plus de... Sur le plan physique, il n'y a que Jamal Mennet qui a les cuisses d'un cycliste, en gros. Hein. Depuis son jeu là. Même sur le plan endurance, il faut être très endurant sur le plan physique pour pratiquer ce sport qui est vraiment très dur. Moi, je voulais poser une question. Allez-y. Qu'est-ce qui se fait actuellement au niveau de la fédération pour attirer les jeunes vers la pratique de ce sport? Oui, comme toutes les disciplines. Donc parce que là, les jeunes ont tendance à aller beaucoup plus vers le football, vers les sports collectifs que vers le... Pas du tout, parce que chez vous, votre enfant, dès son jeune âge, il vous demande un vélo. Il ne vous demande pas un ballon, mais il vous demande un vélo. Dès que... ça dépend. Ça dépend. Moi, il y en a qui demandent un ballon. Mais la plupart du temps, pour le jeu, il demande un vélo. Donc... En fait, je crois qu'il a raison. Quand on est jeune et on a envie de s'amuser, on veut le vélo. Hein? Moi, ma fille, elle me tanne pour un vélo depuis très jeune déjà, et je lui ai pas offert et je m'en excuse. Je m'excuse devant Noël. Maintenant, je crois qu'elle a plus envie de faire du vélo. Mais après, on a envie de faire du foot quand on sait qu'on gagne de l'argent en réalité. Beaucoup veulent jouer au foot pour gagner de l'argent. Quand je voulais jouer au foot, il n'y avait pas d'argent dans le foot. À l'époque, il n'y avait pas d'argent dans le foot. Je t'en prie. vais juste expliquer que le seul sport qui ressemble un petit peu en termes d'endurance avec le cyclisme, c'est le marathon. Le marathon, vous n'avez pas droit à l'erreur, vous n'avez pas le droit de répit du départ à ce que l'arrivée. Alors, on va garder un peu pour le money time, on va parler tout à l'heure d'endurance. On va parler maintenant de sport où on ne gagne pas beaucoup d'argent. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de monde dans les salles. Jingle volleyball, mesdames, messieurs. Alors, le volleyball avec la 14e journée du championnat messieurs qui se déroulera ce week-end, vendredi et samedi. Dans le groupe Centre-Est, ce sera vendredi avec, à partir de 16h, Borj-Boarerich contre l'OMK Milia. JM Batna reçoit le MB Béjaïa à 16h également. 16h30, Einazel face à Sétif. Ça, c'est un derby de la wilaya de Sétif. Le Ulma qui reçoit le NC Béjaïa à 17h. La JSC Ouled Adouane face à l'ES Tejnent, 17h également. C'est Adouane qui est leader dans ce groupe devant Sétif. Et puis dans le groupe Centre-Ouest, vendredi, l'Olympique L'Aqsar, vous savez que à Béjaïa, beaucoup de clubs sont dans l'élite de volleyball. Donc face à Iram, JSB Iram, 16h, Nadu Sendé, RC Msila, 16h, Moulid d'Alger, ASV Blida, 17h, 17h30, Widet de Tlemcen, Arzeu, et puis samedi, JS Messelmoum face au Pokchlef à 16h. Dans ce groupe, c'est le Mouloudia d'Alger qui est devant, le Widet de Tlemcen, 35 pour le MCA et 34 pour Tlemcen. Handball avec le jingle. Huitième journée pour le championnat d'excellence, il faut le dire vite, excellence, Badro, avec chez les messieurs vendredi à partir de 15h dans le groupe A, l'AB Belika face au CRBBE Alger Centre, le MB Batna face au CR La Roche, CRB Mila contre lycée Ouergla, MC Alger, CRB Berqi, exemple de cette journée. C'est Skikda, au classement Skikda est premier devant Mila. Et puis dans notre groupe, le deuxième, le groupe B, l'IR Boutelja face au CS Birmandraïs, Ain Touta face à Zirut Youssef, Chelrom L'Aïd accueille l'Olympique El Oued, le Mob Borj Boarerich face à la JS Kabylie, Exan, l'Olympique Médéa, le classement c'est Borj qui est devant Ain Touta, et enfin dans le groupe C, l'Olympique de Marnia accueille Borj Boarerich, JS Saoura Moulier d'Oran, MSIG contre le Handball Club d'Elbiar, Saïda Oulet Lilet, Exan, Arzeu, au classement Saoura est premier, et Elbiar est toujours second. Voilà pour le handball. On va passer à la Ligue 1 football. Alors, Fatah, il n'y aura pas une journée complète, mais il y a des matchs de mise à jour ce week-end, des matchs assez intéressants. Absolument, et c'est ce qu'on va voir dans ce VTR. Il n'y a que 2 matchs. Bon, il y a eu 3 matchs. Le CRB a joué aujourd'hui et il a gagné à Chelrom L'Aïd, la Lanterne Rouge, par 1-0, la plus petite démarche, ce qui lui permet d'être à 10 points du second, du CS Constantine. Les 2 autres matchs, on va les voir sur le VTR. On regarde.
La Ligue 1 Mobilis fait un break ce week-end pour permettre à certaines équipes, notamment nos représentants africains que sont le CR Belouizdad, la GS Kabylie et l'USM Alger, de jouer certains matchs en retard. La GS Kabylie reçoit l'AS Ochlef dans un match des mal classés. Les Canaries, mal en point en championnat, sont dans l'obligation de réagir au plus vite afin d'amorcer leur remontée. Avant-dernier au classement avec 12 points et 3 matchs en retard, les Lions du Djurdjura reçoivent un autre menacé. L'AS Ochlef, qui sort d'un match fou le week-end dernier face au Parado Athletic Club, mais qui n'a récolté qu'un seul point malgré sa large domination de la partie. C'est donc une rencontre où la défaite est interdite et même le match nul n'arrangera aucune des deux équipes. Le MC El Bayed, tout auréolé de sa victoire à Khenchla, les protégés de Cherif Hadjar feront tout pour venir à bout de l'USM Alger. Ça ne sera certainement pas chose facile pour les Bleus et Blancs. Au vu de la prestation XXL des Usmistes en Champions League, tous les feux sont au vert pour les poulains de Abdelhak Ben Chikha afin de revenir de ce déplacement avec un bon résultat. Voilà donc pour ces journées de mise à jour, Fatah, mais la gagne est quand même importante. La gagne est importante, notamment pour ce premier match des Canaries de la GS Kabylie. Je m'adresse à Djilali Touzi. Djilali, deux mal classés. La GSK, qui est obligée de commencer à avoir de bons résultats s'ils veulent remonter. Mais ils sont en face d'une équipe, d'abord, qui est pratiquement leur bête noire à Tizi Ouzou. L'ASO a toujours fait de bons matchs à Tizi Ouzou. Et en plus, ils sont mal classés, ils ont aussi besoin de points. Je dirais que les deux équipes sont dans deux situations similaires. Mais beaucoup plus la GSK qui a besoin de points. Toute contre-performance peut hypothéquer les chances de la GSK de rester en Ligue 1. Surtout que c'est le premier match de la nouvelle ère de la GSK avec son repreneur. Hein. Donc c'est maintenant que l'opération sauvetage doit absolument commencer. Absolument. Et le match nul n'arrange aucune des deux équipes. Ils ont besoin de points. Oui, il ne faut pas oublier que Chlef a toujours posé de problèmes à Tizi Ouzou. Donc a toujours fait de bons résultats à Tizi Ouzou. Donc je pense que en plus de ça, il y aura une pression terrible sur les joueurs. Ils doivent faire un résultat, la présence du public aussi. Donc la GSK n'ont pas une autre alternative que de gagner pour sauver leur saison. Un match que vous allez commenter en compagnie de notre ami Riyad Belkhadim demain à Tizi Ouzou à partir de 16h. Le deuxième match, c'est le MC El Bayed qui revient d'une belle victoire de Khenchla. Il faut le faire, aller battre Khenchla qui était sur une bonne lancée. Mais en face, le MC El Bayed, il va avoir quand même l'USM Alger, une équipe qui est sur un nuage après leur, comme je l'ai dit dans le VTR, après leur prestation XXL en Champions League africaine. Riyad, vous avez vu le match. Donc, je pense que c'est un match aussi difficile pour l'une que pour l'autre. Exact. Fatah, c'est un match très difficile pour les deux équipes et important pour les deux équipes. Une équipe qui cherche à se maintenir en Ligue 1, qui est nouvellement promue. Le Bayed, qui n'a pas perdu chez elle, elle récolte le maximum de points à domicile pour qu'elle puisse jouer sa survie. L'USMA doit jouer, en plus de la Coupe de la CAF, elle doit gagner parce qu'elle doit jouer le championnat, ne serait-ce que la deuxième place. Moi je vous le dis, dans le contrat de Ben Chikha, il y a podium. Il y a le podium. Il faut qu'il finisse deuxième ou troisième, c'est ça. Beaucoup plus deuxième place pour qu'ils puissent jouer Champions League l'année prochaine. Tout à fait. Et ils ont un effectif très riche, d'excellents joueurs, des internationaux, et ils ont des joueurs, ils ont un bon de touche. Donc, mais ils ont un week-end compliqué. Ouais. Ils vont à El Bayed par avion, ils finissent le match, l'aéroport de El Bayed ferme, ils reviennent par route, et après c'est direct l'Afrique du Sud. C'est compliqué. Oui, mais c'est comme ça quand on est professionnel, quand on joue à ce niveau, c'est comme ça. Il est temps que nos équipes commencent à s'adapter. C'est comme ça, on le voit ailleurs, des équipes des voisins en Tunisie par exemple, qui jouent le week-end, qui partent en milieu de semaine, qui reviennent, qui jouent encore le week-end. Et qui gagnent les Champions League. Absolument, il faudrait qu'on s'y mette aussi. Il faudrait plus se cacher derrière ça. Voilà, donc on a fait le tour, Djilali. C'est important, juste un petit point. Oui. Ça se joue sur la récupération, puisqu'elle a soulevé le problème de... C'est ce que dit Badro toujours. Oui. Le secret, c'est la bonne
prise en charge physique et la bonne récupération. C'est ça un vrai club professionnel. Rappelez encore une fois que le CR Belouizdad, le leader, a gagné aujourd'hui chez la Lanterne Rouge 1-0, un but inscrit par Haddad à la 6e minute, donc dans de bonnes dispositions pour recevoir El Merrikh le mardi prochain. Avec un bon moral. Ce sera difficile d'aller chercher le CRB, en championnat, je veux dire. Ce sera compliqué. Oui. Je pense qu'avec la victoire d'aujourd'hui, il leur reste encore deux matchs en retard. Oui. Donc ils sont bien partis pour être champions. On a l'impression que c'est le Lièvre qui vient de tirer le Morsley en début de course et puis après il est parti, on ne le revoit plus. Il ne sera plus jamais... Et après ils vont jouer sur la gestion des matchs. Ils vont jouer aussi, il ne faut pas oublier qu'ils ont un match important mardi contre le Merrikh. S'ils gagnent, aussi ça sera... Ils pourront jouer aisément le championnat. Mohamed, vous voulez dire quelque chose ? La comparaison entre Morsley est un peu forte, parce que Morsley il s'est posé au niveau mondial avec des chronos de temps, alors que nos clubs, juste ils dépassent nos frontières, ils reviennent bredouille. Non, ils ne reviennent pas tout le temps bredouille. Et on essaye on essaye quand même de les habituer. C'est des clubs professionnels, ils représentent l'emblème national, ils doivent s'y mettre. Il n'y a plus de prétexte de jouer 3 fois par semaine. Tu joues 3 fois par semaine, je suis désolé. Quand on voit un club crier au scandale quand il a 4 matchs en 2 semaines... Eh ben, ça ne doit plus se passer. C'est comme ça, voilà, c'est tout. Et les conditions dans lesquelles évoluent nos clubs doivent être aussi revues pour ne plus avoir de problèmes de transport, de récupération. C'est ça, l'apprentissage du professionnalisme. Surtout lorsqu'on signe 25 licences au début de l'année. Alors on va rester avec le foot, messieurs, on va parler de la Coupe d'Algérie avec un match important, c'est un match de mise à jour des 16e de finale. Ça sera à Djidjel demain à partir de 15h, si je ne me trompe pas, Fatah. Le CRB Milia, régional Est 1, régional 1, qui accueille un club de Ligue 1, le club de Magala. Le NC Magala. C'est un match important. On a vu hier l'ogre marseillais être sorti par le petit club d'Annecy. Tout est possible en coupe. Non, qui a failli être sorti. Marseille était sorti en coupe. Oui. Oui. Donc Milia a peut-être une chance de sortir Magala. Non, mais attention, Milia est une grande école. Milia a eu en son sein un ex-international. Ça a toujours été une école, une pépinière. Et puis le Milia, c'est pas la première fois qu'ils arrivent en 8e de finale. Enfin, qu'ils jouent Ils sont déjà arrivés en 2000. Ils ont été sortis par le grand Moc de Constantine durant l'année 2000. C'est un match vraiment indécis, même si l'une est en régionale 1 et l'autre est en division, en Ligue 1. C'est vraiment indécis, mais c'est un match palpitant et qui promet d'être très intéressant. Il ne faut pas oublier qu'il y a 10 équipes de la Ligue 1 qui sont éliminées, donc tout peut arriver. Voilà, on a fait le tour de c'est la question que je voulais poser à Djilali Touzi. Il y a de gros morceaux qui sont partis en coupe. Ça veut dire que c'est la porte ouverte à toutes les surprises. Et ces petites équipes, peut-être, ont l'opportunité d'aller encore plus loin et d'aller, pourquoi pas, au tour avancé. Donc, c'est l'opportunité pour toutes les équipes de se trouver... pourquoi pas en demi-finale ou en finale. On avait posé la question au président de Djidjel il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. On lui avait dit c'est quoi votre rêve, la montée ou soulever la coupe. Il a dit la montée parce que le Graal pour un club, pour une région, c'est être à l'élite. Mais à la fin, quand on arrive en finale et quand on a la coupe en face et le président de la République, c'est un événement à part et puis c'est un titre. On gagne un titre sur quoi? 4-5 matchs, on gagne un titre, c'est quand même énorme. C'est d'autres sensations, c'est une sensation unique, la Coupe d'Algérie, parce qu'on ne peut pas jouer la Coupe d'Algérie toutes les saisons. Toutes les saisons. Surtout les petits clubs, il y a des clubs spécialistes, Sétif, l'USMA, le CRB, sont des spécialistes, mais des clubs comme ça, une fois sur 10-15 ans, ils arrivent à se hisser, et puis ils jouent... allez, c'est un coup de dé, c'est un coup de poker. C'est ça le terme de la coupe. On finit avec le sport pour parler des U23, Djilali. Alors ça, c'est une belle histoire pour les U23. Ils étaient éliminés. Et puis, il y a eu cette équipe du Congo qui se fait sortir de la compétition. Et revoilà dans la course. Les U23, ultime obstacle, ce sera finalement le Ghana, puisque les U23 ont été réhabilités. Ils affronteront donc le Ghana finalement. Ils devaient affronter l'Éthiopie au 2e tour, et donc l'Éthiopie s'est retirée, donc on jouera le Ghana. Cette deuxième chance, est-ce que c'est tombé du ciel, Ould Ali qui a raté son objectif, est-ce que c'est pas une deuxième chance inespérée? Oui, peut-être c'est une opportunité, c'est une occasion à ne pas rater.
Il y a cette opportunité, donc il faut la saisir, il faut jouer à fond leur chance et pourquoi pas, ça se joue en 2 manches, tout est possible et pourquoi pas la qualification. Riyad, on ne s'est jamais posé la question, on a toujours discuté de ce sujet, on ne s'est jamais dit pourquoi le Congo a été éliminé. Pourquoi ils ont été écartés. Fatah, le Congo a été pour la simple raison qu'il y avait des joueurs qui étaient en âge avancé. Ils ont menti sur souvent, il y a des équipes qui cachent le vrai âge des... Alors maintenant, on ne peut plus le faire. Bon, depuis longtemps, on ne peut plus le faire. Mais là, maintenant, même en Afrique, c'est médical, votre truc. Absolument. C'est la radio du poignet et qui peut déterminer, les os du poignet, qui peut déterminer l'âge exact. Exact. Absolument. En fait, c'est comme le carbone 14 pour... Voilà, tout simplement. Voilà. C'est le bon exemple, mais sur une mauvaise situation. C'est exactement ça. Les os du poignet, il y avait 5 joueurs congolais qui étaient beaucoup plus âgés que les U23. C'était des 25-26 ans. Voilà. Et voilà, maintenant, allez-y. Juste une précision, la qualification en Coupe d'Afrique peut être déterminante par la suite pour une qualification aux Jeux Olympiques. Donc c'est très important. C'est ça qui est important. Oui. Retrouver le football algérien dans une compétition olympique. Oui. On n'a pas joué les Jeux depuis 80 et l'équipe avec Belloumi, voilà, oui, à Moscou. Je crois que c'était depuis Moscou. Mokva à l'époque, en 80, vous vous en souvenez? Ah, ça ne rajeunit pas. Alors, j'ai rien dit. Maintenant, on va parler des choses les plus importantes. Money Time, mesdames, messieurs. Money Time, la chronique de Badrou Belhadjoujé, notre consultant, qui a choisi cette semaine un sujet assez particulier. Ou plutôt un questionnement que vous posez. Oui, c'est plutôt une problématique que je pose ce soir par rapport aux bénévoles dans le sport, dans toutes les disciplines sportives. Savez-vous que les petites catégories, quand on débute dans une discipline, en général, ce sont des bénévoles qui prennent en charge les jeunes. Parfois même. Vous appelez quoi les petites catégories? Benjamin, Mini? Oui. Dès le début, si vous voulez, si on parle par exemple de l'athlétisme, on commence à 7 ans, 8 ans. Donc ce sont des bénévoles, des entraîneurs bénévoles qui je n'oserais pas dire l'indemnité qu'ils ont au niveau de leur club. Si, osez. Non, parce que c'est... Nous sommes le service public, nous informons. Je ne voudrais pas rougir. Pour vraiment montrer à quel point ils ne gagnent pas grand-chose. Ils ne gagnent pas grand-chose. Ça avoisine les 4000 dinars mois. Vous vous rendez compte? Et la problématique que je pose aujourd'hui, si ces bénévoles venaient à s'arrêter, parce que c'est l'amour de leur discipline qui les attire vers ce et pas les 4000 dinars. Non, pas les 4000 dinars, ça ne rapporte rien. Parfois, ils tirent de leur poche en plus. Donc voilà, donc ça m'a fait de la peine et puis je me suis posé cette problématique dans la tête. Je me suis dit, et si ces bénévoles venaient à s'arrêter, eh ben, on n'aura plus de jeunes talents parce que c'est eux qui découvrent, c'est eux qui orientent, c'est eux qui forment, c'est eux qui initient aussi nos jeunes dans différentes disciplines. Je ne sais pas si c'est de même en football. Je peux vous rassurer tout de suite, Badrou. Vous vous rappelez tous de la fameuse grande équipe 88 de l'Entente de Sétif, qui est championne d'Afrique. Ben, c'est Layas Layarhmou, qui était un bénévole en jeune catégorie. C'est lui qui a fait la découverte de toutes ces stars, les organes, les Adjissa, toutes ces stars ont commencé chez lui. Et c'était un bénévole. Et j'ai beaucoup apprécié, merci Badrou pour ce sujet, mais c'est vraiment très intéressant. Les jeunes catégories, les découvertes, c'est... Poursuivez, vous voulez poser une question à Gilles. Vous voulez poser une question à Gilles. Par rapport au football, est-ce que c'est la même chose? Moi, je sais que dans toutes les autres disciplines, c'est pareil. Par contre, en football, je ne sais pas comment ça se passe. Il vient de répondre pratiquement, notre ami, notre médecin. Et là, c'est un chapeau bas que et en même temps, je me pose la question, est-ce qu'on les accompagne sur le plan formation? C'était le sujet de la semaine passée. Est-ce qu'on les accompagne? Est-ce qu'on les aide? Est-ce qu'on a pensé à eux? Moi, je vous assure que les, entre guillemets, nos experts dans les différentes disciplines n'oseront jamais faire ce travail. Les sortissants des instituts ISTS, IEPS, etc. n'oseront jamais prendre les petites catégories. Ils visent directement après leur sortie des athlètes tout fait, des athlètes prêts, des athlètes déjà qui ont passé des étapes de formation.
qui ont fait ces formations, ce sont ces bénévoles. Donc si jamais ça venait à s'arrêter, je pense qu'on n'aura plus de En fait, les fabricants du réservoir ne seront plus là. Ça me rappelle quand même la médaille de Makhloufi en 2012. On m'avait posé la question, comme j'étais responsable au niveau de cette fédération, qui on va inviter à l'arrivée de Makhloufi? J'avais dit son premier entraîneur de son patelin. Djellali? Oui, moi je pense qu'en football c'est un peu différent. Parce que là, il y a des anciens joueurs peut-être qui sont dans les petits clubs. Moi je ne parle pas des clubs de la Ligue 1 ou la Ligue 2. Donc ils ont toutes des catégories qui sont bien encadrées. Généralement c'est des entraîneurs diplômés, c'est des entraîneurs qui sont formés. Mais là, qui sont payés? Ils sont payés, oui. C'est quoi le salaire d'un formateur? Mais vraiment des petits, hein. C'est pas énorme. Souvent, les entraîneurs cherchent des clubs parce qu'en bas, ils sont... 4 000 dinars quand même, pas 4 000 dinars. Pas 4 000 dinars. Non, mais c'est récent, Djellali. C'est récent, Djellali. Les diplômés, ils sont récents, mais moi, je pense que Boudreau avait raison. Dans tous les sports, c'était des bénévoles en jeunes catégories. Mais là, il parle de maintenant, de l'avenir, de l'avenir de ces bénévoles. Est-ce qu'ils doivent rester bénévoles? C'est ça la question que se pose Boudreau. Est-ce qu'ils ne doivent pas être considérés? Posez-vous une question. Nos grands champions dans les différentes disciplines, telles que les disciplines entre guillemets qui nous rapportent, l'athlétisme, la boxe, le judo, etc. Si on voit d'où viennent nos stars, ils viennent de l'intérieur du pays, il faut le dire. Vous parlez de Ali Rjimi de Sogaras. Oui, effectivement. Rjimi de Sogaras, c'était le premier entraîneur de notre champion Makhloufi. Et ça, je parie que c'est la réponse de Mokhtar Hammani. Tout à fait. Hein. Oui. Il ne court pas beaucoup, mais quand il court, il arrive le premier. C'est une problématique que je pose. Et puis, s'il y a des questions ou un débat... Mohamed, vous vouliez dire quelque chose, Mohamed Zemour? Oui, absolument. Je veux dire que simplement, ce n'est pas dans la formation que ces bénévoles existent. Dans toute organisation sportive, on a besoin de bénévoles. Dans l'organisation, par exemple, en cyclisme, on a besoin de beaucoup de bénévoles. Donc, au jeu météorologique, on fait appel à des gens venir, ce qu'on appelle des volontaires. Donner de leur temps par passion. Absolument. Par passion. Lui, il parlait de formation des pépites. Je parle pas de. J'extrapole un petit peu pour dire que le bénévolat existe, il apporte beaucoup dans l'organisation sportive et dans la formation. Mais c'est bien. Je parle de technique. Voilà, c'est exactement. Je parle de technique, moi je parle en général. C'est parce qu'on a toujours besoin de cet apport de bénévolat, de volontaires. Et c'est une tradition ancestrale chez nous. Voilà, mais c'est bien que vous parlez de ça parce que le bénévolat existe. C'est souvent des retraités passionnés qui sont là pour vivre leur passion en étant bénévoles. Mais ce dont parle Boudreau, c'est un vrai métier. Donc ça ne doit plus être du bénévolat, ça doit être reconsidéré et requalifié. J'ai entraîné des petits jeunes sans recevoir aucun sou. Donc je l'ai vécu. C'est pas normal. Voilà. Oui, c'est pas normal. C'est une passion de jeunesse. D'accord. C'est une passion de sportif aussi. Mais ce qui D'une part, ce n'est pas normal. D'autre part, il faudrait peut-être se pencher sur leur formation en cours d'emploi. C'est-à-dire, il faut les aider quand même pour avoir une diplomation, pour pouvoir avancer. Au moins une Mais contrepartie. On ne va pas venir. On ne voit pas ça venir. C'est le problème, parce que je lis cette problématique au sujet de la semaine dernière. On avait parlé de formation des entraîneurs. Il y a des anciens joueurs, par exemple, qui refusent d'aller faire leur formation. Mais le sport évolue aujourd'hui. Mais le problème, c'est que plusieurs disciplines, si ces bénévoles s'arrêtent, les jeunes talents et la découverte de jeunes. On va aller plus loin. C'est pour ça que cette rubrique Money Time, elle est importante. Elle va encore prendre un peu plus de place dans cette émission parce qu'il faut aussi aller mettre les doigts sur les problèmes réels du terrain pour essayer. On va pas trouver les solutions à tout, mais au moins on va essayer de mettre en évidence certains soucis pour que ceux qui sont concernés peut-être trouvent des solutions. Mais à ce que vous venez de voir, est-ce que vous pensez qu'il y a des prémices de solutions ou des propositions possibles pour que ces bénévoles fassent des formations diplômantes, en tout cas pour pouvoir avoir un métier?
Absolument. L'un des mécanismes qu'il faut mettre en place par les fédérations, c'est de former ces bénévoles. C'est de leur offrir une formation adéquate pour pouvoir continuer d'une part. D'autre part, c'est de les aider sur le plan financier. On ne peut pas... Maintenant, la vie, elle est chère. Ces bénévoles, parfois... moi, j'ai vu, par exemple, j'ai vécu en athlétisme, ces bénévoles payent de leur poche les voyages pour venir faire des festivals ou des championnats d'Algérie jeune catégorie. C'est quand même aberrant. Combien de temps ils vont tenir? Ce que je vous propose, c'est que dans les prochaines semaines, voire peut-être après le tour, on va peut-être faire des sujets ou un reportage sur ce genre de bénévoles pour vraiment faire une véritable photographie du rôle, de la passion de ces hommes ou de ces femmes qui pourraient peut-être après une formation avoir un vrai métier et vivre de leur passion. Qu'est-ce qui est plus beau que de vivre de sa propre passion? Messieurs, on a perdu 2 grands noms du football planétaire ces 2 derniers jours. Notre regretté arabe qui nous a quittés, un mot sur figure emblématique du football algérien, ancien joueur du CRB, entraîneur du CRB, et puis il y a un recordman de buts en Coupe du Monde qui est également parti. Le seul et l'unique, Just Fontaine. Arabe, on le voit à l'image. Juste Fontaine, le seul et unique, 13 buts en Coupe du Monde, 58 en Suède. Juste pour une histoire, Riyad, il a commencé à aller mal. 13 buts en Coupe du Monde. 13 buts, oui, c'est ce que j'ai dit. Il a commencé à aller mal, et d'après sa femme, les gens qui ont discuté avec sa femme le jour même, il a fait son AVC le jour du décès de Pelé. Il a été tellement ému qu'il a fait un AVC, et depuis ce jour-là, il n'a pas récupéré jusqu'à son décès. Voilà, donc c'est aussi une grande figure du football qui est partie. On est tellement passionnés, les légendes ne meurent pas, hein. Vivantes ou mortes, elles restent toujours là, et on les garde en mémoire. 13 buts en une seule édition, oui. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et peut-être un record qui ne sera jamais égalé. Merci, c'est le sport qui nous unit, qui nous réunit, qui nous passionne. Bon tour Mohamed Zemmour. Merci à vous, merci de nous permettre d'éclairer. On va vous suivre derrière la route, ne vous inquiétez pas. Canal Algérie sera avec vous. Sidi Ahmed Boulaïb va être avec vous étape par étape. Vous allez vous l'avez déjà fait l'année dernière de toute façon. Un petit mot, je remercie donc à l'occasion la télévision algérienne qui va nous accompagner en assurant quelques directs et quelques. C'est notre devoir de service public. Et quelques grands passages sur le tour. C'est pour le bien de tout le monde. Et pour l'information, je dirais simplement qu'on est heureux d'annoncer la formation de Azdin Nagueb qui va passer. Il vient de passer un second degré UCI au mardi des championnats d'Afrique. Donc c'est un bon départ pour lui. La formation et les diplômes, toutes catégories. J'enchaîne ce que disait Batrou. Merci Mohamed Zemmour, merci Djilali. On se retrouve demain à Tizi Ouzou pour le match JSK Aïsso Chlef. Merci Badrou. Merci docteur. Merci. Et surtout merci à vous mesdames, messieurs d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe technique, à la régie, les caméramans du Studio 2, à Mokhtar Hamani, toute l'équipe de la rédaction sport de Canal Algérie qui m'ont aidé à concocter ce numéro. On se retrouve jeudi prochain. Oui, Fatah. Et bien sûr, la script sans qui je ne serai pas là devant vous, Radia. Merci à tous. On se retrouve jeudi prochain. Bonsoir et bon week-end.